Nous remercions aussi les 10 000 auditeurs qui nous suivent actuellement sur les réseaux. Je vais passer à la question de Jacqueline. Bonjour Monsieur Asselineau, je souhaite vous entendre sur les décès et effets indésirables très graves suite à l'injection expérimentale imposée à tous les peuples. Quelle serait votre position face à un directeur de l'OMS ayant tout pouvoir et à son principal actionnaire privé représenté par l'eugéniste Bill Gates? Merci de votre réponse très cordialement. Alors, d'abord, bravo, 10 000, c'est quand même pas mal. De faire 10 000 téléspectateurs en instantané, c'est quand même pas mal. C'est ça qui fait peur, d'ailleurs, à l'oligarchie. C'est que avec 451 000 abonnés à UPR TV et avec des vidéos comme celle-ci, qui en instantané, au moment où ça se produit, on a 10 000 spectateurs. Mais après, avec tous ceux qui vont venir réécouter, on va vers 200 000, 300 000, 400 000, etc. Ça leur fait très, très peur, en fait. Alors, pour répondre à la question, je voudrais préciser quand même, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de gommer l'histoire. Moi, au moment de la Covid, nous avons pris des positions qui ont été extrêmement claires. C'est-à-dire que personnellement, j'ai condamné, vous trouverez, il suffit d'aller chercher, il y a des quantités de vidéos ou d'articles sur le sujet, j'ai condamné la politique du gouvernement depuis le début en disant qu'il fallait, comme là comme ailleurs, respecter le droit. Et le droit imposait que l'on n'a pas le droit, justement, de forcer des gens à se faire injecter dans le corps une substance dont on ne connaît pas la teneur, et a fortiori pour des produits qui n'avaient pas épuisé tous les tests de la procédure de laboratoire avant la mise sur le marché. C'est ça c'est le scandale numéro un, il est là. C'est-à-dire qu'à partir du moment, pour faire un nouveau vaccin, il faut une dizaine d'années. En quelques mois, on avait sorti des trucs qui n'étaient d'ailleurs pas vraiment des vaccins. C'était une technologie tout à fait nouvelle et qui est en cours d'expérimentation. Qu'il y ait des gens qui aient voulu servir de ce qu'on appelle en termes précis en français des cobayes. Quelqu'un qui essaye un médicament dont on ne connaît pas tous les effets secondaires, ça s'appelle un cobaye. Voilà, c'est quelqu'un qui accepte de mettre éventuellement en jeu sa santé, voire sa vie, pour faire progresser la science. Mais l'idée qu'on impose ça à toute une population était un scandale. Je l'ai toujours dit. Personnellement, je le dis aussi, je ne me suis pas fait injecter quoi que ce soit. Ma femme non plus. Mon fils non plus. Ma fille, en revanche, a été obligée, parce elle travaillait dans un hôpital, a été obligée, hélas, de faire une injection. Et puis, bon, après, elle est tombée malade, d'ailleurs, de la Covid. Et donc, après, du fait qu'elle était malade, elle a évité les autres. Mais enfin, c'est un scandale absolu. Absolu. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, contrairement à une légende, je sais qu'il y a des gens, des trolls qui disent « Mais Asselineau, il ne fait jamais rien, il descend jamais dans la rue ». Pas du tout. Je suis allé manifester. J'ai même attrapé le Covid en allant manifester. Je me rappelle, c'était devant le Sénat. Le lendemain, j'avais le Covid. J'étais très mal. Je suis allé dans une pharmacie. J'ai été testé positif au Covid. Et ça s'est d'ailleurs réglé très facilement parce que un ami qui m'écoute peut-être qui s'appelle Alexandre de son prénom et que je salue ici, m'avait procuré très gentiment de l'ivermectine et de l'azithromycine. Et donc moi j'ai suivi le protocole de l'ivermectine et de l'azithromycine. J'ai pris ça, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer 50 fois. J'ai pris ça, j'avais 39,5 de fièvre. Il était, je sais pas, quelque chose comme 16 heures de l'après-midi. Le lendemain, à 8 heures du matin, j'avais 37 et c'était terminé. Donc je ne dis pas que ça vaut forcément valeur statistique, mais enfin pour moi, en tout cas, ça s'est passé comme ça. Voilà. Et donc ma femme a eu le Covid, elle a pris de l'hydroxychloroquine et puis de l'azithromycine, et puis ça s'est très bien passé. Alors je sais que si je dis ça, je vais peut-être être poursuivi pour exercice illégal de la médecine. Je m'en fous, je dis ce qui est la vérité. La réalité, c'est ça, c'est ce que nous avons vécu familialement. Bon, je suis allé manifester, il y a d'ailleurs des vidéos, tout le monde peut les trouver. Et également, j'avais fait autre chose, c'est que moi, dont on dit que je veux être un, paraît-il, le mec qui s'isole complètement, c'est pas vrai du tout. J'avais pris l'initiative de faire une lettre co-signée avec M. Dupont-Aignan et M. Philippot, et donc Asselineau, où on a saisi conjointement M. Véran. Et qui est-ce qui a écrit cette lettre? C'est Bibi, c'est moi. Les deux autres ont signé. Je leur ai envoyé, bien entendu, mais c'est comme ça la réalité. Nous avons envoyé une lettre conjointe à M. Véran pour lui demander justement qu'il se prononce et qu'il prononce sur notamment l'hydroxychloroquine et l'azithromycine et l'ivermectine, et on comprenait pas pourquoi il y avait cette fatwa qui était d'un seul coup tombée sur des médicaments
qui sont de réputation, de notoriété publique, être des médicaments extraordinairement sûrs et avec qui sont vraiment d'une quasi totale innocuité. L'hydroxychloroquine, bon, enfin, je veux dire, comme l'expliquait le professeur Raoult, il y a eu des millions, des dizaines, des centaines de millions de personnes qui ont pris ça depuis des décennies, enfin, dans toutes les zones impaludées. Enfin, tout le monde connaît ça. Quant à l'ivermectine, qui est une invention japonaise, ça existe depuis maintenant un certain nombre d'années, peut-être une vingtaine d'années. C'est un médicament qui est assez extraordinaire et il n'y a quasiment aucun effet secondaire notable. Alors même que des médicaments comme des médicaments de très très connus, comme je sais pas le Doliprane par exemple, des choses comme ça, si vous dépassez la dose prescrite, ça peut être des médicaments assez dangereux. On avait écrit donc à Monsieur Véran, on a reçu une réponse, je sais plus, un mois et demi après, qui était en fait une fin de non-recevoir. En fait, ils nous prenaient pour des billes. Voilà. Donc, sur toutes ces affaires, la position de l'UPR a été extrêmement claire, là comme toujours. C'est que nous avons demandé à ce qu'il y ait la liberté de conscience de chacun. Respecter ce qui est d'ailleurs le droit. D'abord, le principe même de la médecine, dont le principe de base, c'est primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Et donc, deuxièmement, respecter la volonté des gens ou pas de se laisser injecter un produit en fait inconnu et non testé jusqu'au bout. Ça s'appelle le consentement éclairé. Et ça, nous n'en avons jamais varié et nous l'avons toujours dit. Voilà. Alors, s'agissant de l'OMS, là aussi, nous avons une position très claire. Ça fait de nombreux mois que je l'ai dit. Il y a en effet un projet d'avoir un traité adjacent surnuméraire, si j'ose dire, au traité créant l'Organisation mondiale de la santé, qui est une organisation onusienne, comme l'Organisation internationale du travail, comme Interpol, etc. Et ce projet de traité est très inquiétant. J'entre pas ici dans les détails, mais très inquiétant parce qu'il donne à penser qu'il y aurait une volonté délibérée que l'OMS se substitue aux États en cas de pandémie et prenne de façon forcée, force les États à obéir aux injonctions qu'ils lui donneraient, par exemple, je sais pas, pour accepter des médicaments. Enfin, c'est incroyable. C'est d'autant plus incroyable que, à l'Organisation mondiale de la santé, il s'est passé quelque chose qui n'existait pas dans les débuts de la création de l'OMS, et que désormais, il y a des puissances financières qui interviennent et qui donnent de l'argent pour les frais de fonctionnement et d'intervention de l'OMS. Et notamment, l'internaute connaît bien le sujet puisqu'elle a évoqué le nom de Bill Gates, notamment le fonds Bill et Melinda Gates, qui donne bon an, mal an. Il y a un deuxième fonds dont j'ai oublié le nom, mais qui relève aussi de Bill et Melinda Gates, qui, bon an, mal an, donne plus d'argent à l'OMS que les États-Unis d'Amérique. Ça va pas. Ça va pas. Donc nous, notre politique, elle est très claire. Si nous arrivons aux affaires, alors c'est pas dans le cadre des élections des eurodéputés. Je vous le dis parce que vous me posez la question, mais c'est pas les eurodéputés. Ça, c'est dans le cadre de l'élection présidentielle. Si nous arrivons aux affaires, si nous arrivons au pouvoir, la France, nous ferons sortir la France de l'Organisation mondiale de la santé tant que il y aura autour de table financier des puissances non étatiques. Nous estimons d'ailleurs qu'il faudrait changer le nom de l'OMS, non plus que ce soit l'Organisation mondiale de la santé, mais l'Organisation internationale de la santé, parce que les mots ont du sens, très très important. Très important. Je rappelle par exemple pour les spécialistes, il y avait eu une charte de La Havane après la Seconde Guerre mondiale pour créer une organisation internationale du commerce, OIC, où était présente l'Union soviétique d'ailleurs. Et dans cette charte de La Havane de 1949, je crois, dans cette OIC, Organisation internationale du commerce, il était prévu que les États-nations puissent conserver leur droit d'interdire des investissements étrangers qui menaçaient, par exemple, des prises comment dirais-je, des prises de capital dans les grands médias, pour empêcher des puissances étrangères d'intervenir dans les débats publics de certains pays. Actuellement, on voit que M. Kretinsky, qui est de nationalité tchèque, rachète la presse française les uns après les autres, des grands médias français. C'est incroyable, en fait.
C'est-à-dire que nous ne savons pas qui est ce monsieur, c'est un milliardaire. Enfin bon, quand on voit la ligne directrice, on a quand même compris que c'est la ligne directrice de l'oligarchie euro-atlantiste. Voilà de quoi il s'agit. Et donc l'idée qui était dans l'OIC, l'Organisation internationale du commerce, c'était de permettre à des États de dire non, non, il y a des secteurs, nous refusons la libre circulation des mouvements de capitaux. Alors ça avait évidemment pas été du goût des États-Unis d'Amérique, qui avaient fait capoter l'OIC, l'Organisation internationale du commerce, laquelle donc n'avait pas vu le jour. Et à la place, les Américains avaient créé un truc qu'on a appelé les accords généraux sur les tarifs et le commerce, General Agreement on Tariffs and Trade, sur le commerce et les droits de douane, dont l'acronyme en anglais, c'était le GATT. Donc ça a donné une espèce d'accord, c'était pas vraiment une organisation internationale. Jusqu'au moment où l'Union soviétique s'étant effondrée, en 1989-1991, ça a été la porte ouverte pour que les États-Unis imposent leur vision du commerce mondial en créant à Marrakech le 15 avril 1994, il se trouve que j'avais accompagné mon ministre, j'étais présent ce jour-là, où il y avait toute une centaine de 150 pays du monde, pour lancer l'Organisation mondiale du commerce. Et le changement de OIC en OMC, en fait, était très inquiétant parce que justement, l'organisation internationale, on est encore dans l'idée du concert des nations, devant cet édifice majestueux qui est émané des traités de Osnabrück et de Münster, ce qu'on appelle le concert des nations. C'est le monde sorti de la guerre de 30 ans en 1648. L'Europe a inventé ce qu'est le concert des nations. Le monde international avec des entités qui défendent les peuples du plus riche au plus pauvre. Ils sont défendus par un État-nation. Voilà. Ça a triomphé ensuite au Congrès de Vienne. Et cet édifice majestueux a atteint son apogée avec l'Organisation des Nations Unies en 1945. Et actuellement, les Américains, ou plus exactement un certain nombre de forces aux États-Unis et en Europe et dans les pays de l'OCDE, visent à détruire les États-nations pour faire prévaloir une nouvelle féodalité, des nouveaux féodaux. On revient au Moyen-Âge, avant la guerre de 30 ans, avant les traités de Münster et d'Osnabrück, ce qu'on appelle les traités de Westphalie, avant le concert des nations. On revient au Moyen-Âge occidental, mais au lieu d'avoir le comte de Toulouse, le duc de Berry, le duc de Bourgogne, eh bien on a Bill et Melinda Gates, on a le fonds BlackRock, on a le fonds Vanguard. Vous savez qu'ils ont racheté 45% des terres en Ukraine, et c'est de ça qu'il s'agit en fait. Il s'agit donc de lutter contre cette privatisation de la planète au profit d'une oligarchie financière. Voilà de quoi il s'agit. Alors, je réponds toujours un petit peu longuement, mais j'aime bien j'espère que je suis clair et que j'explique simplement des choses qui ne sont pas toujours très simples à comprendre. Cet internaute a 1000 fois raison de tirer la sonnette d'alarme. Il ne faut pas que la santé mondiale tombe dans les griffes de puissance privée, parce que alors là, ça veut dire qu'on aura un mélange des genres épouvantable, et Big Pharma, telle ou telle grande entreprise pharmaceutique, pourrait mettre la main sur la santé de l'humanité et forcer l'humanité à accepter ces poisons. Pfizer a été encore récemment, j'ai vu, condamné à je ne sais plus combien de milliards de dollars avec un médicament anticancéreux qui est un véritable poison, une véritable saloperie. Pfizer est une entreprise mafieuse et criminelle. Quand on voit le nombre de condamnations qu'ils ont eu, le nombre de milliards d'euros de dollars d'amende qu'ils ont été obligés d'acquitter, on est quand même sidéré de voir à quel point le gouvernement français a accepté ce qui a été fait, et Madame von der Leyen aussi. On est, à mon avis, d'ailleurs, qu'au début d'une longue histoire, parce que je pense que dans le monde, il y a aussi des gens têtus, dans les peuples, et qui vont poursuivre les actions judiciaires. Si nous, arrivés au pouvoir, on peut les faciliter, on les facilitera. Alors, en immédiat, c'est ce que je voulais dire à cette personne, nous sommes en faveur de la sortie de la France de l'OMS, transformer ça en OIC, avec notamment dans ce traité de l'Organisation internationale du commerce, un article précis qui précise justement l'interdiction qu'il y ait des fonds privés, et puis une police très spécifique pour surveiller qu'il n'y ait jamais de confusion des genres,
et d'intérêts combinés, voilà, qu'à aucun moment l'entreprise pharmaceutique puisse venir, si peu que ce soit, influer sur le choix des directives mondiales en matière de santé.